Philippe Crevel est secrétaire général du Cercle des épargnants et spécialiste en matière d'épargne et de retraite en France. Une conférence pour le groupe Generali est l'occasion d'approfondir les conséquences de la nouvelle loi sur les retraites, tour d'horizon de cette réforme. Donc, quatrième réforme depuis en 17 ans. En fait, la France n'a jamais cessé de réformer son système de retraite. On peut dire que même là, on est plutôt assez productif. Si on regarde les précédentes réformes depuis 1993, c'est que 93-94, ça s'est fait par décret, l'été, juste après l'élection législative. 2003, on est juste après 2002, où il y avait eu quand même ce séisme avec la non-participation de Lionel Jospin au second tour, et ça s'est fait avec une loi au mois d'août. 2007-2008, pour les régimes spéciaux, c'est pareil, ça s'est fait dans la foulée de l'élection présidentielle, et assez rapidement, bon là il y avait eu des accords avec les syndicats où on leur donnait beaucoup d'un côté, donc ils se sont écrasés, mais ça s'est fait dans la foulée de l'élection présidentielle. 2010, on est dans un contexte complètement différent, politique, dans le sens où le gouvernement, enfin plutôt la tête de l'exécutif est impopulaire. On est en fait 2 ans avant une élection présidentielle. Donc le contexte politique n'avait rien à voir avec le contexte des 3 précédentes lois, ce qui fait que globalement, il y avait une cristallisation qui pouvait être différente et qui donne lieu justement aujourd'hui à des accrochages assez sévères. Ce qui est intéressant, c'est de voir, que la situation de la France n'est pas unique, qu'à la limite elle est plutôt meilleure que d'autres pays, et que deuxièmement, ça s'inscrit dans un processus beaucoup plus large, à la fois de mutation démographique. On est donc aujourd'hui aux alentours de 7 milliards d'habitants, et on va passer à 9 milliards en 2050, puis après la planète va connaître un phénomène sans précédent, c'est un déclin démographique. L'espèce humaine va atteindre un summum, puis après un déclin démographique avec un vieillissement. Donc le vieillissement qu'on connaît déjà en France et dans les pays d'Europe va concerner l'ensemble des continents. Et donc c'est vrai que c'est une problématique en termes de produits d'assurance, en termes de conception de la vie humaine qu'il faut prendre en compte. Comme il y a un stock de déficit relativement important, il y en a déjà 135 dans les coffres, il y en a 55 pour les années 2009-2010 à prendre en charge. Heureusement, si on était resté dans le train actuel, on en aurait eu près de 475 à prendre en charge d'ici 2020. Si tout se passe bien, on n'en prend que 67. Quelles conséquences pour les actifs de la retraite? A priori, la réforme de Ménis est à rendement constant pour les complémentaires, relativement neutre, sauf pour ceux qui bénéficiaient auparavant de la surcote et qui, du fait du report à 62 ans, n'en bénéficieraient plus. Eux perdent à peu près 2 000 € de revenus supplémentaires. Sinon, il y a même une amélioration qui est liée aux points supplémentaires obtenus sur les régimes justement complémentaires. Sur l'épargne retraite, la loi de 2010, adoptée hier, pour la première fois, a défini ce que c'était l'épargne retraite. Donc c'est la définition qui est indiquée. Donc l'épargne retraite qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition, légalement obligatoire, permet de disposer à partir du départ à la retraite de ressources provenant d'une épargne. Sur l'encours de l'épargne retraite, 125 milliards d'euros, 2 tiers en collectif, 1 tiers en individuel. Néanmoins, une progression pas inintéressante depuis 2000, qui montre quand même que le marché existe, même s'il reste encore trop faible. Cotisation 12 milliards, avec le fameux 39 qui est décrié par tout le monde, qui pèse près du quart du marché, et le 83, 30%. À l'OCDE, on voit qu'on a du retard et qu'il y a là-dessus, on est très loin de la moyenne. En plus, sur ces 8,6% du revenu donc des retraités qui seraient issus du capital, en fait, il y a une partie de l'assurance vie qui est prise en compte. Donc, on est largement en dessous de ces 8,6%. Là, c'est le taux de couverture des entreprises en matière de retraite. On voit que si en matière de complémentaire santé, 2 tiers des entreprises sont couvertes, seuls 12% le sont en matière de retraite, avec un quart pour les entreprises de plus de 500 salariés, et sinon on est plutôt sur entre 10 et 20% pour le reste, avec des différences assez importantes en fonction des secteurs d'activité. Sur les contrats Madelin, bon, une satisfaction pour Generali, où on a le quart du marché, donc on est leader
sans conteste, avec en plus un produit qui est quand même bien décollé. On est à un taux de couverture de 44% hors mutuelle, 61% si on prend en compte les mutuelles, avec une progression relativement donc constante du taux d'équipement et des cotisations, avec un encours qui est maintenant de 15 milliards d'euros, et néanmoins encore des encours par contrat relativement faibles, permettant pas forcément de verser des rentes très importantes, parce que la rente moyenne tourne autour de 2 000 euros. Certes, il y a la jeunesse du produit, mais 2 000 euros d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est également la rente moyenne du 39. Donc on voit qu'entre un produit qui est souvent présenté comme un produit de luxe et le contrat Madelin, en fait, la rente moyenne est identique. Quand on pose la question, est-ce que vous êtes pour un système mixte avec de la capitalisation? Majoritairement, depuis 10 ans, 15 ans que je suis le sujet, les gens sont favorables. Donc il n'y a pas de rejet là-dessus, et il y a plutôt une divergence entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Publiquement, on dit il faut travailler plus, il faut aller au-delà de 60 ans. Quand on demande mais vous souhaitez partir quand? C'est même pas 60 ans, c'est même pas 59 ans, c'est 58 ans. Donc on voit là qu'il y a l'écart entre le souhait de partir tôt, ce qui est humain, et l'intérêt public qui prend on voit la globalité du problème. Néanmoins, ça permet de dire que la retraite à 62 ans n'est pas complètement quelque chose qui était inadmissible dans l'opinion publique. Le processus de convergence, on voit que déjà, il se matérialise par une diminution du nombre de régimes de base et une diminution des régimes complémentaires. Et que cela permettra d'aller vers la réforme systémique dont j'ai parlé. Que d'autre part, l'étatisation permettra plus facilement d'aller justement vers cette réforme systémique. Le deuxième et le troisième pilier, tous les pays ont mis en œuvre des mesures ces dernières années pour favoriser le deuxième et le troisième pilier avec des systèmes d'affiliation obligatoire en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. En France, on voit qu'on ne sait pas quel produit choisir entre le 83 et le PERCO. On sent bien que le 39, évidemment, à travers entaché de quelques cas un peu exceptionnels, a du plomb dans l'aile. En plus, il pose un problème, c'est vrai, de portabilité. L'Europe, dont j'ai peu parlé, mais qui se préoccupe de la retraite, a décidé de relancer hier la négociation de directives sur les retraites et sur les fonds de pension. La France, depuis 20 ans, bloque la directive fonds de pension en disant « j'en veux pas », parce que ce serait permettre aux fonds de pension anglais d'arriver sur le marché français. Et donc, la France dit chacun reste chez soi, etc. et on met un veto sur cette directive. Néanmoins, tous les autres pays veulent une directive unique et surtout veulent une directive qui permettrait de gérer le personnel des grandes entreprises de manière beaucoup plus souple qu'à l'heure actuelle. Donc la pression est forte pour qu'il y ait une directive. Il y avait la fameuse idée du 28e régime, c'était de créer un régime retraite européen que chacun d'entre nous, on pourrait choisir et s'extraire en fait du régime national. Ce qui serait évidemment dans la conception française une véritable hérésie. Néanmoins, c'est une idée qui est assez partagée en Europe de faire un régime supranational. Néanmoins, la directive fonds de pension prévoit également la portabilité des droits. Ça veut dire que tout droit constitué dans une entreprise, on doit le maintenir. Si on change de pays, si on change d'entreprise, et c'est un peu comme en prévoyance, ce qu'on voit à l'heure actuelle, cette notion de portabilité s'étend et la retraite n'y échappera pas. Et de ce fait, le 39, en l'état, n'est pas portable et devra de toute façon être réformé à un moment ou à un autre, au nom de l'Europe et au nom de la jurisprudence. Parce que là, même si la directive n'est pas adoptée, quelqu'un qui ferait un recours devant la CJCE gagnerait sur la portabilité en matière de retraite. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes de retraite après l'adoption hier de la réforme. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.